maintenant. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette avant-dernière conférence du semestre. Aujourd'hui, c'est Arthur qui va nous parler de quantum computing. Donc, je te laisse la parole tout de suite et bonne conférence. Voilà. Merci beaucoup, Marco. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais essayer de mettre le mode slide pour que ça fonctionne. Vous voyez la slide en entier? Ouais, c'est parfait. Ouais, tout bon, super. Impeccable. Ok, alors merci beaucoup Marco. D'abord, je tiens à remercier les Irrotationnels pour l'invitation. Je pense que, comme j'ai mentionné juste avant, c'est une super initiative d'avoir pu permettre un petit peu, je pense, déjà aux étudiants en master, doctorants, de parler un peu de ce qu'ils font, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, surtout vous allez le voir, là je vais parler d'informatique quantique, mais que souvent les domaines de recherche sont assez opaques pour les bachelors, on n'a pas tellement idée, et je trouve que c'est vraiment une fantastique idée de rassembler un peu les masters et les bachelors sur ce plan-là. Donc voilà, mon objectif aujourd'hui, il va pas du tout. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux qui auraient déjà des connaissances basiques sur le sujet. Moi, voilà, on m'a dit, je fais une présentation au moins pour le début, pour des premières années. Donc, je vais vraiment partir de la base pour ce qu'est l'informatique quantique, en quoi ça consiste, quelles sont les applications potentielles de ce domaine. Et puis, je vais vous parler aussi des initiatives qui se déroulent à l'EPFL et plus largement en Suisse sur le sujet. Et pourquoi, en fait, c'est intéressant maintenant de se lancer dans le domaine, parce que vous avez déjà entendu dans les infos, dans les médias, qu'on parle maintenant un petit peu plus d'informatique quantique, on parle de suprématie quantique. Alors, c'est des termes un peu, disons, grandiloquents, mais ce que ça dit derrière, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'intérêt de la part des médias mainstream sur le sujet, parce qu'on se rend compte qu'il y a c'est un potentiel d'opportunité assez énorme. Et donc, il y a des investissements qui suivent. Et pour un physicien, qui justement est bien sûr, pour ceux qui font de la physique quantique, réaliser qu'en fait, il y a une industrie derrière qui se développe, c'est aussi intéressant. Voilà, moi, le but, c'est de le faire le plus informel possible. Donc, ce sera mi-présentation, mi-tutoriel un petit peu. Et n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez quelconque question. L'idée, c'est vraiment de le faire le plus interactif possible. Et je vais vous faire un peu d'algèbre linéaire, parce qu'en fait, l'informatique quantique, c'est quasiment que ça. C'est de l'algèbre linéaire sur C. Et on va le voir ensemble. J'espère ne pas dépasser mes 45 minutes, donc je n'ai pas beaucoup de temps. Mais aussi, l'idée, c'est de vous motiver à continuer un peu plus dans cette voie. Et par ce biais-là, on a une association qui est un peu connexe aux irrotationnels dans l'activité de la section de physique, qui est la Quantum Computing Association, dont je parlerai à la fin. OK. Alors, très vite fait, je resitue un petit peu mon parcours. Donc voilà, moi je m'appelle Arthur, j'ai 23 ans. Moi je suis arrivé à l'EPFL en septembre 2015. Et donc en fait, moi mon bachelor, je l'ai fait en fait en 3 ans et demi. J'ai repassé un semestre en fait de ma 3e année. Donc ce qui fait que j'ai eu mon bachelor en 2019, donc en physique, comme vous tous. Et puis dès la 2e année, en fait, je m'étais rendu compte que en fait, il se trouve que par pur hasard, j'étais à la librairie La Fontaine au Rolex. Et puis, j'avais déjà un intérêt, j'avais envie de comprendre ce que c'était la physique quantique de base. Et puis, je vois une revue qui parlait de cryptographie quantique. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et cette revue, donc, que j'ai du coup acheté à la librairie La Fontaine, en fait, m'a fait réaliser les liens qu'il peut y avoir en fait, entre théorie de l'information, l'informatique de manière plus globale aussi, et la physique quantique. Et je me suis dit, vraiment, ça, c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas qui me branchait moi personnellement. Et donc, du coup, j'ai essayé de me focaliser ma 3e année et quand j'ai refait mon semestre aussi sur justement développer mes compétences là-dessus. Donc, en fait, ce qui s'est soldé donc, à la fin de mon bachelor par un stage en entreprise chez ID Quantique. Hop. Ça, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà. Un stage chez ID Quantique. Donc, ID Quantique, c'est quoi? C'est une boîte, c'est une PME maintenant. C'était une startup il n'y a pas si longtemps que ça, mais enfin maintenant, ça commence vraiment à devenir une grosse boîte qui s'est fait racheter par un opérateur télécom sud-coréen. Et en gros, ce qu'ils font, ce sont des solutions de distribution quantique de clés. Donc, en fait, ils utilisent de la physique quantique pour créer en fait des schémas de cryptographie de données qui sont réputés plus sûrs et puis surtout résistants aux futures attaques des ordinateurs quantiques. Parce que comme on va le voir, en fait, un des algorithmes très fameux en informatique quantique, qui s'appelle l'algorithme de Shor, remet potentiellement en question en fait, la robustesse de nos systèmes de communication actuels, le système RSA pour ne pas le nommer. Et donc, on a besoin de réfléchir aux solutions de cryptographie un peu plus avancées le jour où justement ces ordinateurs quantiques viendront à être efficaces pour résoudre ce genre de problème.
Ensuite, une fois que j'ai terminé ce stage, donc c'était vraiment l'interlude de 6 mois entre le bachelor et le master. J'ai commencé le master donc du coup en physique de nouveau et j'ai fait mes TP4 dans le groupe du professeur Sabona qui est donc alors pour ceux qui le connaissent donc il donnait jusque-là jusqu'à cette année j'ai appris que le professeur avait changé en tout cas du moins en physique quantique 1 mais donc c'est lui qui donnait les cours de physique quantique 1 et 2 en troisième année et il se trouve que voilà, lui, il a un intérêt aussi particulier pour l'informatique quantique. Lui, il est plutôt dans le côté théorique de description des systèmes quantiques ouverts. Et en fait, il se trouve qu'il y a plein d'étudiants qui l'ont rejoint et ont commencé à apprendre en fait, à coder sur des ordinateurs quantiques, à utiliser des interfaces de programmation. Et dont moi, finalement, j'ai travaillé là-dessus pendant une année. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Donc, mon projet de TP, en fait, c'était vraiment de découvrir un petit peu via Qiskit. Donc, Qiskit, c'est l'open source package de IBM qui consiste à voilà, permettre la programmation sur des algorithmes quantiques sur leur ordinateur quantique via le cloud. Et maintenant, il y en a plein d'autres qui commencent à faire ça et ça devient très intéressant. Et finalement, là, aujourd'hui, donc, je suis en travail de spécialisation au sein d'une startup, ce qui est assez peu commun, il me semble, pour les travaux de spécialisation. Mais du coup, quand le sujet, j'en parlerai un peu plus tard, mais est vraiment très intéressant parce qu'il me permet de faire le lien entre la théorie que j'ai faite l'année dernière et puis quelque chose de beaucoup plus appliqué, beaucoup plus concret, justement, bien sûr, il y a des problématiques d'industrie qui nous, voilà. Et le semestre prochain, donc, comme je disais à Marco avant, c'est un peu le brouillard total parce qu'il y a un projet de master à faire et puis j'ai aucune idée de où est-ce qu'on va pouvoir le faire. Voilà, voilà. Donc, l'informatique quantique. Alors, d'abord, on va essayer d'apporter une motivation globale, en fait, à pourquoi est-ce qu'en fait on parle d'informatique quantique depuis plusieurs années maintenant. Ça fait déjà une trentaine d'années maintenant qu'on en parle, voire 40 ans. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que la physique quantique, donc pour le rappel, pour vraiment de base, c'est la physique quantique, c'est la physique qui nous permet de décrire l'infiniment petit. Et on s'est rendu compte qu'en fait, décrire l'infiniment petit ne correspondait absolument pas avec la description qu'on avait habituellement en termes de mécanique classique. Les outils qu'on utilisait n'étaient pas du tout les mêmes. On a dû recréer un nouveau formalisme mathématique qui permettait justement de répondre en fait aux mesures, à ce qu'on observait de la réalité au niveau microscopique. Et cette réalité-là, en fait, elle se manifeste par des mathématiques qui sont en fait à la fois plus simples parce que c'est de l'algèbre linéaire, donc on perd un peu les concepts d'analyse qu'on avait jusque-là en mécanique, mais très vite, on gagne en complexité parce qu'en fait, décrire maintenant de multiples sous-systèmes, ça devient extrêmement compliqué. Et en fait, Richard Feynman, qui est sans doute un des plus grands physiciens du XXe siècle et qui a révolutionné bien sûr beaucoup de champs de la physique et notamment en électrodynamique quantique, pour lui, c'était vraiment important de se dire, voilà, décrire des systèmes physiques quantiques, ça ne va pas être facile de les simuler classiquement parce que justement, en fait, et je vais vous l'expliquer juste après, il y a un problème en fait de dimension qui va s'opposer, qui va arriver très rapidement. Et l'idée, c'est que pour décrire un système quantique, en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir construire une machine qui va exactement se comporter comme un objet quantique. Parce que si on arrive en fait à faire un analogue entre un système quantique qui se comporte comme un autre, on arrive à le faire évoluer comme un autre système quantique, celui qui nous intéresse, alors dans ce cas-là, on pourra arriver à découvrir des propriétés intéressantes, ce qu'un ordinateur classique n'est pas forcément en mesure de faire, en tout cas pour des systèmes très complexes. Alors maintenant, j'arrive à ce que je voulais dire alors, juste avant d'arriver à la description quantique, quelques exemples d'applications. En fait, donc, faut bien se rendre compte que l'informatique quantique, aujourd'hui, on en parle énormément. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est d'abord parti d'un pur constat théorique. Donc, Feynman, entre autres, et puis quelques autres qui ont dit, voilà, ce serait intéressant de commencer à bosser en fait sur comment est-ce qu'on peut simuler un système quantique sur un autre. Il n'y avait pas du tout d'ordinateur à proprement parler. Il n'y avait pas de machine. Ils ont juste réfléchi à voilà, comment est-ce qu'on manipulerait en fait des atomes de manière théorique pour pouvoir encoder de l'information dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, maintenant, il y a une vraie réalité derrière. Il y a des vrais enjeux industriels, économiques, d'ingénierie. Et ici figurent quelques exemples qui sont les plus notables. Et d'ailleurs, ceux dont on pense qu'en fait, les applications directes émergeront le plus tôt. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui émergeront. Mais disons que ceux-ci sont les plus prometteurs. Le premier, évidemment, la simulation de matériaux. Et, évidemment, les matériaux, donc tout ce qui est conductivité électrique,
de manière générale, on est intéressé, par exemple, je pense aux panneaux photovoltaïques. On a un souci, par exemple, de rendement. La base du panneau photovoltaïque, donc, c'est l'effet photoélectrique, qui est un effet décrit de manière quantique. Et évidemment, si on arrive en fait à augmenter, à simuler ces matériaux, à simuler leur réponse justement à l'interaction lumière-matière, on sera en mesure peut-être d'augmenter leur rendement et donc d'avoir dans l'exemple de panneaux photovoltaïques, des rendements un peu plus intéressants. Et bien sûr, on essaie de découvrir d'autres propriétés qui sont inhérents. Voilà, j'ai mentionné aussi la capture de carbone. On essaie aussi de faire de la synthèse chimique. Ça aussi, parce qu'en fait, les molécules, les protéines sont aussi à modéliser au niveau quantique. Donc, toute cette description qui devient microscopique, en fait, a un intérêt parce que justement, les simulations via ordinateur classique commencent à perdre de l'intérêt pour des molécules toujours plus grandes et surtout qui mélangent beaucoup plus d'atomes. Donc ça, c'est vraiment deux secteurs qui sont intrinsèquement liés et qui ont toute une dynamique qu'on appelle la simulation quantique, qui vraiment est un objet de promesse assez important. Ensuite, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc la cryptographie. Donc là, on va plus utiliser une autre propriété de la physique quantique que je mentionnerai après, qui s'appelle l'intrication quantique. Et c'est une des bizarreries qui a d'ailleurs fait beaucoup tiquer Einstein en son temps, avec notamment le paradoxe EPR, pour ceux qui sont un peu plus au fait de ce débat historique. Mais au final, on se sert en fait maintenant donc, de ces effets-là pour encoder de l'information de manière sécurisée et de se prémunir en fait de futures cyberattaques via un ordinateur quantique, tout simplement. Et finalement, et ça, c'est vraiment le domaine qui me passionne le plus, les problèmes d'optimisation. En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire, alors pour ceux qui sont en troisième année de bachelor, donc vous êtes en physique statistique, au deuxième semestre, vous verrez toute l'importance de ce qu'on appelle le modèle Ising, donc c'est-à-dire des modèles qui consistent à simuler en fait l'énergie d'un réseau de spin, grosso modo. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ces simulations-là, ces modèles de minimisation d'énergie, ils peuvent toujours être comparables à des problèmes d'optimisation, tels qu'en machine learning, quand on a une fonction de production, une fonction de coût à minimiser ou maximiser. Et il y a plein d'applications. Ces problèmes d'optimisation, on les trouve partout, dans les réseaux de transport, par exemple, en finance, pour la gestion de portefeuille, pour la chimie, je l'ai mentionné avant. Donc voilà, les domaines sont assez variés, disons. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire qu'en fait, l'informatique quantique, on parle du truc le plus software, donc le plus abstrait possible, jusqu'à la conception de l'ordinateur lui-même. Comment est-ce qu'on contrôle en fait un qubit? Et puis, en fonction de votre degré d'envie de faire de la physique pure et dure sur du hardware, vous pouvez un peu osciller entre les différents niveaux, et c'est ce que je fais actuellement. Alors voilà, maintenant j'arrive à ce que je voulais vous mentionner. Donc en fait, pourquoi est-ce que finalement l'ordinateur quantique, ce serait la réponse à ces soucis-là? C'est parce que donc vous êtes même les premières années, donc là vous arrivez bientôt au bout de votre cours de mécanique. Excusez-moi. Donc vous vous êtes rendu compte que dans votre cours de mécanique, en fait, il vous suffit en général 6 coordonnées quand vous êtes dans un espace à 3 dimensions pour décrire complètement votre système, qui sont les coordonnées de la position et de la quantité de mouvement. Une fois que vous avez ces coordonnées-là, donc ces 6 coordonnées, vous avez vos équations du mouvement, les équations de Newton, et puis vous pouvez un peu dérouler. Alors bien sûr, elles ne sont pas toujours solvables analytiquement, mais globalement, plus vous rajoutez de systèmes, donc en l'occurrence, si vous voulez décrire n systèmes, vous avez un nombre d'équations qui va être proportionnel à n finalement. Donc, on appelle ça donc une complexité polynomiale. Donc, il y a une complexité de description. Alors, bien sûr, certes, des fois, il y a des effets qu'on n'arrive pas forcément à modéliser, mais en physique classique. Mais globalement, si n n'est pas trop grand, on arrive assez bien à se débrouiller sur un ordinateur classique pour pouvoir simuler ces systèmes. Physique quantique, on a un autre souci, c'est qu'en fait, on oublie complètement les notions de position et de vitesse. C'est plus du tout quelque chose qui, en fait, je dirais même un sens physique, parce qu'en fait, on se rend compte que la position et la vitesse à l'échelle de particules n'est plus correctement et fondamentalement déterminée. Il y a une probabilité de trouver en fait une particule à un certain endroit. Il y a une probabilité de mesurer la vitesse la vitesse d'une particule avec une certaine vélocité. Et donc, on parle en fait tout en termes de probabilité. On n'est plus du tout dans la définition absolue de quantité comme la position et la vitesse, qui deviennent finalement en fait des observables, donc des trucs qu'on peut mesurer, qu'on peut sonder, mais dont on ne peut pas avoir connaissance a priori de la particule. Et puis,
maintenant, donc nous, ce qui nous intéresse en fait pour l'informatique quantique, en tout cas pour la version simple de l'informatique quantique, c'est de se ramener à des systèmes de description à deux niveaux. Alors, pourquoi à deux niveaux? Parce qu'en fait, on va essayer de se rapprocher de la notion du bit informatique, qui peut être soit 0, soit 1. On aimerait en fait utiliser un système quantique qui va justement avoir deux niveaux d'énergie, parce que qui dit quantique dit niveau d'énergie quantifié. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se restreindre à deux niveaux d'énergie, donc ce qu'on appelle l'état fondamental et l'état excité, comme quand vous essayez en fait, oui, d'exciter un électron sur une couche électronique, vous le faites passer d'un état à un autre. C'est un peu le même principe. Et puis, on se restreint du coup à deux modes en fait, énergétiques. Et alors, la description, alors ici, je vous ai mis en fait, je pense, une des seules illustrations qu'on peut faire en fait d'un modèle de description quantique qui est la sphère de Bloch, en anglais donc Bloch sphere. Cette sphère, en fait, elle permet de modéliser tous les états possibles que peut prendre un quantum bit. Donc, le quantum bit, c'est l'équivalent quantique du bit classique, donc du 0 ou 1. Il se trouve qu'en fait, maintenant, du fait qu'on est en mécanique quantique, on n'a plus de notion prédéfinie en fait de OK, c'est sûr, je vais mesurer un 0 ou un 1. Je peux mesurer toujours 0 ou 1, mais maintenant, je peux osciller, je peux avoir des probabilités différentes de mesurer ce 0 et 1. Et en fait, cette probabilité est manifestée ici par en fait, des coefficients. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écriture d'un état quantique. Alors, cette notation un peu bizarre, là, c'est ce qu'on appelle un ket. Donc, c'est la notation de Dirac, qui est assez utile, en fait, justement, parce que, comme je vous ai dit au début, la physique quantique, finalement, c'est de l'algèbre linéaire sur C. Et alors, pour ceux qui ont bien suivi leur cours d'analyse en première année, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on décrit un espace de Hilbert. Donc, c'est un espace de Banach. Donc, c'est un espace vectoriel sur C complet. Et le principe donc, de cet espace-là, c'est donc on va se restreindre en fait à donc ce rapport donc c'est un espace vectoriel sur C, pardon, complexe à la 2 puissance n, parce que donc du coup il y a deux nouveaux, et puis pour n systèmes à deux niveaux, on va vouloir essayer de se retrouver sur cette description-là. Et donc chaque quantum bit, donc là c'est la description pour un bit quantique qui peut être donc du coup dans une superposition de 0 et 1, et cette probabilité en fait, qui est reliée en fait à ces coefficients ici. Alors, ce n'est pas des coefficients directement, on va en parler juste après, mais cette probabilité de mesure, en fait, parce qu'on ne peut pas sonder tous les états quantiques, elle est proportionnelle à ces amplitudes qu'il y a devant ici. Et donc, cette notation de Dirac, finalement, c'est juste une notation qui va être utile plus tard, mais en gros, c'est pour dire qu'on est on représente un vecteur en fait en deux dimensions. Donc, vous voyez ici le ket 0, en fait, c'est juste pour dire, OK, on a un vecteur d'une base de l'espace de Hilbert qu'on appelle la base computationnelle, donc c'est la base canonique en fait de l'espace à deux dimensions, n'est-ce pas? Donc le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1 ici. Et donc on numérote ces deux vecteurs 0 et 1 pour état fondamental, état excité. Voilà. Alors n'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair. On va graduellement monter un petit peu en intensité, mais voilà, là, je pose vraiment les bases en fait de la description d'un système quantique à deux niveaux, donc le système du qubit en l'occurrence. Impeccable. Alors, donc finalement, voilà, une fois qu'on a compris un petit peu ce système de description, donc on fait de l'algèbre linéaire sur C, ok. Je ne sais pas comment ça se passe physiquement, mais on va dire vous me faites confiance. Vous ne devriez jamais, mais enfin, pour faire avancer la présentation, on va dire vous me faites confiance. Et donc, voilà, je vous dis, c'est comme ça, on décrit en fait le système quantique à deux niveaux, le bit quantique. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de se ramener le plus possible en fait, au concept d'unité d'information. Donc, sur le 0 et le 1, on va vouloir encoder une information différente, de la même manière que sur un bit classique dans un ordinateur, dans votre ordinateur, vous avez donc la possibilité d'encoder deux états. Le truc, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un principe de superposition qui apparaît. Donc, maintenant, on ne se retrouve plus avec l'état 0 ou 1. Maintenant, on a une information supplémentaire qui est encodée en fait dans les coefficients qui correspondent aux probabilités de mesurer le 0 ou 1. Donc, si je reviens à la slide d'avant, vous aviez, alors je dois préciser que les coefficients ici, donc vous voyez, il y a une phase ici, donc ça peut être des coefficients complexes en général. Donc, il y a toute cette dimension, donc il y a les coefficients réels. Ils sont normalisés, et je vais vous parler de la normalisation après, mais grosso modo, une fois que vous avez normalisé les coefficients, ça peut être n'importe quel nombre complexe sur le cercle unitaire complexe. Et donc, une fois qu'on a notre unité d'information, ce qu'on veut faire, c'est évidemment modifier l'état. Donc, par exemple, en informatique classique, vous avez ce qu'on appelle des portes logiques. Donc, des portes logiques comme le AND, le OR, le XOR, ce sont des portes qui, quand vous mettez par exemple 2 bits d'entrée, la fonction AND, la porte logique AND, va vous donner en fait
sous la forme d'une table de vérité, en fait, un seul output. Donc, par exemple, si je mets 1 et 1, donc les deux sont à l'état 1, disons que le 1, j'encode le vrai, par exemple. Je pense que vous avez fait ça en algèbre binaire au début. 1 et 1, bah, ça retourne 1, parce que donc, du coup, on a vrai et vrai. Si je vous donne vrai et faux, alors on a faux, parce qu'on n'a pas les deux qui sont remplis. Donc, du coup, pour chacune de ces portes logiques, on peut construire une table de vérité. En informatique quantique, c'est pareil. On va essayer de construire une table de vérité, sauf que la différence, c'est que maintenant, les opérations, ce ne sont plus des portes logiques qui vont en fait agir sur un seul input 0 ou 1, mais qui peuvent prendre en entrée un input qui est une superposition de 0 et 1, une superposition arbitraire. Et la manière dont on va décrire en fait cet input, c'est justement de regarder comment il se comporte sur les vecteurs de notre base canonique. Donc, c'est-à-dire comment il se comporte sur l'état 0 et sur l'état 1. Et comme en fait, on a la fabuleuse propriété que toute la physique quantique est linéaire, quand vous allez vouloir appliquer votre matrice unitaire, donc unitaire, vous voyez, j'ai mis la définition ici, c'est que vous avez une matrice qui, et ça c'est le symbole pour conjuguer, transposer. Donc vous avez la transposée du matrice, puis vous conjuguez tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Une fois que vous faites la multiplication, ça vous donne l'identité. Et ben, vous pouvez donc linéariser en fait l'équation et regarder comment se comporte justement n'importe quelle porte unitaire sous n'importe quel input par linéarité. Donc par exemple, je vous ai donné ici l'exemple de la porte note en physique quantique, on appelle la matrice de Pauli X, parce qu'en fait, il y a 3 matrices de Pauli qui sont assez importantes en mécanique quantique. Et en fait, vous pouvez vous convaincre que là, je vous donne cette matrice ici, donc X qui vaut cette matrice, et vous pouvez vous convaincre qu'en fait, elle fait exactement l'action d'un note classique. C'est-à-dire que quand j'applique X sur 0, je fais la multiplication matricielle, tout simplement, donc de cette matrice avec le vecteur qui correspond à mon ket 0, qui, je rappelle, est donné par ça. Et en fait, ici, donc, après multiplication matricielle, je me rends compte que ça me donne ce vecteur 0, 1 qui correspond à 1. Et pareil, vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens. Vous avez que X appliqué à l'état 1 vous donne 0. Donc, en fait, vous faites un flip de l'état quantique. Et donc, quand j'ai une superposition de 0 et 1, bah, je vais flipper l'état 0 et je vais flipper l'état 1. Donc, en fait, les probabilités, les amplitudes plutôt, en fait, vont être interchangées sur l'état 0 et 1. Et donc, évidemment, il y a d'autres portes quantiques que je vais introduire par la suite. Mais grosso modo, c'est toujours la même chose. Vous avez des matrices 2x2 qui vous permettent justement de modifier l'état d'un qubit. OK, alors, ça va jusque-là. Est-ce que peut-être c'est le bon moment pour m'arrêter, pour voir s'il y a des questions peut-être? Il n'y a pas de questions. OK. Ouais, j'ai une petite question. Ah oui. Tu as dit que si on reçoit un 0, on va retourner un 1, et si on reçoit un 1, on va retourner un 0. Mais vu que, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on va recevoir? Il n'y a pas justement cette incertitude sur qu'est-ce qu'on va recevoir. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, tu peux. Alors, imagine, en fait, ce qu'on sait avec certitude, c'est l'état qu'on va créer au tout début. Avant de faire n'importe quel processus algorithmique, ce qu'on sait, c'est qu'on va vouloir initialiser notre état quantique à, par exemple, en général, on l'initialise avec tous les qubits à l'état 0. Et donc, une fois que je vais appliquer mon circuit quantique, je sais d'où je suis parti. Donc, on pourrait, à la main, évidemment, écrire les calculs pour décrire en fait qu'est-ce qui se passe pour chaque qubit une fois que j'applique mes opérations. Ça, on peut faire. Mais effectivement, le truc, c'est que quand tu vas vouloir mesurer le système à la fin, tu ne peux pas retirer. Donc, il se peut très bien qu'en fait, je prépare mon système dans une superposition de 0 et 1. Et je ne vais pas savoir en fait quels sont les coefficients qui étaient accrochés à 0 et 1 une fois que je vais mesurer. Ce que je vais mesurer, mais je vais revenir dessus après, c'est je vais mesurer soit l'état 0, soit l'état 1. Et en fait, si je refais l'expérience, donc imagine, je fais X, je vais vous montrer ça sur un notebook après avec le simulateur d'IBM. Mais si je pars de l'état 0 et puis j'applique X, je peux refaire l'expérience 1000 fois. La probabilité que je mesure 1 à la fin du processus, ce sera toujours 1. Parce qu'en fait, si tu vois ici, tu peux voir ce 1-là comme c'est une superposition de 0 et 1, sauf qu'en fait, il y a 100% de chance de mesurer 1 et 0% de chance de mesurer 0, en fait. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Si ouais, parfait. Merci beaucoup. OK, magnifique. OK, alors voilà, donc ça c'est la gestion un petit peu donc, très basique d'algèbre linéaire sur un qubit. Alors évidemment, avec un qubit, bon, OK, on peut encoder l'état 0, l'état 1, on peut mesurer ça. Peut-être on peut se débrouiller pour encoder quelque chose d'intéressant sur les amplitudes, mais grosso modo, on n'a pas grand-chose. Ce qui va être intéressant, effectivement, c'est de voir en fait, comment ça se comporte quand on ajoute plusieurs qubits. Et c'est là où en fait, on a une subtilité supplémentaire.
Et c'est ce qu'on appelle le produit tensoriel. Alors, perdez pas, c'est juste une appellation un peu compliquée, mais l'opération est très simple. Hein. Je sais que, en tout cas, moi, quand j'ai vu les tenseurs en CED en troisième année, ça m'a fait un peu perdre les pédales. Mais là, grosso modo, c'est beaucoup plus simple, en tout cas à mon sens. Donc, un produit tensoriel, ça consiste en quoi? En fait, c'est justement le fait qu'en physique quantique, quand vous essayez de décrire deux sous-systèmes, en l'occurrence ici, nos sous-systèmes sont 2 qubits, on peut essayer de leur donner une description globale. On peut pas, d'ailleurs, parfois, on ne peut pas leur donner une description séparée. Et la description globale, en fait, elle va essayer de se faire en créant un état qui sera 2 fois plus grand que l'état initial. Alors, je m'explique. Regardez ici, donc imaginez que psi, ici, donc cet état, c'est un état quantique à nouveau, qui soit un état quantique arbitraire, mais qui va cette fois décrire non pas l'état d'un qubit, mais l'état de 2 qubits. Alors, cette opération, donc ici, par exemple, j'ai un état qu'on appelle séparable, donc j'ai ici, à gauche, en fait, un état qui caractérise l'état d'un seul quantum bit. Le bêta caractérise l'état d'un autre quantum bit. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, ce psi-là, par l'opération du produit tensoriel, qui est expliqué ici, je vais pouvoir décrire mon système des 2 qubits ensemble. Alors, finalement, en fait, matriciellement, c'est quoi? Donc, on reste dans l'algèbre linéaire. En fait, ce qui se passe, c'est on fait exactement cette opération. Donc, vous avez 2 coefficients, alpha 1, alpha 2, n'est-ce pas? Donc, vous avez par exemple alpha 1 fois le ket 0 plus alpha 2 fois le ket 1, parce qu'en fait, c'est une décomposition vectorielle, comme vous avez sans doute vu en algèbre linéaire. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Et puis maintenant, donc, vous effectuez cette opération-là. Vous faites la multiplication, en fait, 1 à 1 en fait, des composantes. Alpha 1, bêta 1, alpha 1, bêta 2. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai un vecteur qui, cette fois, ne vit plus dans C2, mais dans C4. Donc, j'ai 4 composantes. Et les 4 composantes donc, vont être reliées en fait, au vecteur. Là, ça va être la proportion pour 0. Ici, regardez ici, 0,0. Ici, ça va être la description de mon amplitude pour 0, 1. Celui-ci 1, 0 et finalement 1, 1. Et là, en fait, alors bien sûr, on peut faire ça pour les états, mais on peut aussi faire ça pour les matrices. Donc, les matrices unitaires qui sont les matrices d'opération, qui vont nous permettre de manipuler les quantum bits pendant qu'on fait des algorithmes dessus, elles vont exactement se transformer de la même manière, de cette façon-là. Donc, en fait, on a une matrice. Donc, imaginez, j'ai une matrice, par exemple, 2 fois 2 ici. B, c'est une autre matrice 2 fois 2. À la fin, en fait, ce que je vais avoir, c'est une matrice 4 fois 4. Vous pouvez vérifier qu'en fait, ici, là, j'ai un coefficient, une matrice 2 fois 2. Ici, j'ai un autre coefficient, une matrice 2 fois 2. Donc, au final, je vais avoir 16 coefficients à la fin. Voilà, donc ça, c'est la description de 2 états quantiques. Et puis, évidemment, quand je vais en rajouter un troisième, un quatrième, il va falloir que je démultiplie encore, que je dédouble en fait le nombre de composantes pour décrire mon vecteur. Donc, en l'occurrence, là, si j'ai psi et que je rajoute un autre état, par exemple gamma, sur mon état, donc j'aurai un état à 3 qubits. 3 qubits, en fait, du coup, je vais faire 4 fois 2, parce que en fait, j'ai deux composantes pour vérifier, pour caractériser un qubit, 4 composantes pour caractériser 2 qubits. Donc, pour caractériser 3 qubits, ce sera 4 fois 2, donc 2 puissance 3, en fait. Et c'est donc là, en fait, où je vais avoir, donc, pour n qubits, pour décrire n qubits, en fait, je vais devoir avoir un vecteur qui a une taille 2 puissance n. Et c'est là où on arrive à quelque chose de radicalement différent, parce que 2 puissance n, quand on a une puissance de n raisonnable, ça va, mais évidemment, donc ça croît exponentiellement. Et à la différence de la mécanique classique, où justement, pour aligner les sous-systèmes, ça croissait linéairement, ici, on va avoir une croissance exponentielle qui va en fait être très rapidement dépassée par les ordinateurs classiques. Pour vous donner un ordre d'idée, un ordinateur, il me semble que pour décrire, je crois, 200 qubits, un truc comme ça, un ordinateur classique, enfin, il lui faudrait c'est con, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, il lui faudrait un espace de stockage immense en fait pour stocker toutes les composantes du vecteur à 2 puissance 200. Voilà, parce que c'est un chiffre tout simplement immense et c'est instockable. Alors qu'en physique quantique, en fait, on n'a pas besoin de garder à la trace ce calcul. Pourquoi? Parce que le système, en étant ce qu'il est, c'est-à-dire en se comportant de manière quantique, et naturellement, en fait, il va évoluer selon un système qui se comporte là-dessus. Donc, on revient à l'idée de Feynman à la base, de se dire, en fait, moi, je n'ai pas besoin de calculer à la main, disons, mon énorme vecteur à 2 puissance n composantes. Ce que je vais faire, c'est juste laisser évoluer mon système de qubits. Je vais le faire évoluer d'une certaine manière qui va ressembler à ce que je cherche à faire à la fin. Et je vais mesurer. Et une fois que j'aurai mesuré, en fait, j'aurai effectivement la mesure que j'aurais eue si je voulais déterminer des propriétés de mon système quantique de base que j'aurais voulu mesurer. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde au niveau du temps où j'en suis. Ok, ça passe très vite. Il faut que je fasse vite. Ok. Pas de questions?
comprends pas comment les matrices, genre, le 0 et 1, c'est des états d'énergie, mais donc les matrices, c'est quoi dans la réalité? Parce que je comprends que c'est des applications linéaires, mais c'est Ouais. quoi? Alors, dans la réalité, alors c'est intéressant. Donc, en fait, ça va dépendre en fait, de ton système quantique que tu étudies. Mais grosso modo, pour répondre à ta question de manière générale, ce sont des impulsions électromagnétiques. En fait. Donc, en fait, on va envoyer des impulsions électromagnétiques sur les qubits. Et ces impulsions électromagnétiques, en fait, vont faire ce qu'elles vont avoir pour effet. C'est en fait je vais revenir sur l'image de la bloc-sphère. Donc, en fait, tu vois, un état d'un qubit peut se caractériser sur n'importe quel point de cette sphère. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu envoies une impulsion électromagnétique avec une certaine durée, une certaine amplitude, eh ben, tu vas pouvoir faire modifier en fait, l'état du qubit. Tu vas pouvoir faire une rotation en fait, arbitraire sur le long de cette sphère de blocs. Et tu fais ça pour chaque qubit. Et puis en plus, il y a des complexités parce qu'en fait, maintenant, on va avoir justement des portes quantiques qui vont intriquer de quantum bits. Et donc, c'est la prochaine slide. Et du coup, la description, en fait, elle va être que physiquement, donc ce qui se passe, et ce n'est pas tellement important en fait pour comprendre les maths ici, mais physiquement, en fait, on fait que des rotations en fait, et des évolutions physiques de systèmes quantiques, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Voilà. On pourra revenir là-dessus sur des questions si tu veux. C'est l'aspect sur lequel je bosse en ce moment, en fait, le mapping vers la vraie physique du problème. Ok, donc produit chronomaker, c'est fait. Alors maintenant, donc j'arrive à ce que je voulais me parler, donc c'est cette fameuse intrication quantique. Alors, un état quantique, en fait, c'est marrant parce qu'un état intriqué, je crois que c'est la définition qu'on peut définir en disant ce qu'un état non intriqué est. C'est-à-dire, quand je peux écrire un état quantique de n qubits de cette forme-là, c'est-à-dire un produit tensoriel de n composantes qui caractérise chacune un qubit, on dit que l'état est séparable. Quand l'état est séparable, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, je pourrais regarder chacun de mes qubits séparément et j'aurais une mesure qui serait complètement… Si je les mesurais un à un, j'aurais des décorrélations entre le résultat de un et de l'autre. Mais il se trouve qu'en physique quantique, il se trouve que si je fais certaines opérations, notamment l'opération que je vais vous montrer juste après, on peut en fait créer des corrélations intrinsèques entre les qubits. Et ce qui fait qu'en fait, quand vous allez effectuer une action sur l'un, et alors, ça, c'est très théorique, mais ça se vérifie sur les communications quantiques. Quand vous effectuez une action sur un qubit, qui est par exemple, disons, je sais pas, à Ouagadougou, si vous êtes à l'EPFL avec un autre qubit qui a déjà été intriqué, et ben, l'action que que quelqu'un va mener sur le qubit à Ouagadougou, le qubit que vous avez à l'EPFL va directement être impacté. Son état quantique va évoluer en fonction de ce qui a été fait sur l'autre, et peu importe la distance. Et c'était ce qui perturbait beaucoup Einstein d'ailleurs, mais aujourd'hui, on a des preuves très tangibles que ça fonctionne comme ça. Et en fait, ça nous permet justement d'avoir des corrélations qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas détectables avant d'avoir mesuré le système, mais on sait qu'elles sont là parce qu'en fait, il y a des résultats qu'on ne peut juste pas expliquer, et je vais vous montrer avec un exemple à l'appui. Donc voilà, la porte que je veux vous introduire, en fait, donc, comme je vous ai dit, les matrices unitaires, donc, qui caractérisent les rotations d'un seul qubit, ce sont des matrices 2x2. Mais on peut tout à fait imaginer, donc en fait, quand je fais un produit tensoriel de… de manière combinée. Et vous avez ce que j'appelle la porte de Hadamard, qui va être une porte quantique qui va consister à mettre en état de superposition égale en fait, les deux états de base des qubits. Donc H appliqué sur 0 donne 0 plus 1, donc une probabilité, une amplitude 1 sur racine de 2 sur chacun des deux qubits. Donc ce sera une probabilité en fait 1,5 de mesurer chaque valeur, 0 ou 1. Et 1 H impliqué sur 1 donne exactement la même chose, sauf avec un signe moins. Alors on verra à quoi ça sert cette phase après. Et alors maintenant, je vais faire ce truc-là. Donc ici, j'ai mis le calcul. Alors vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer un peu vite là-dessus. Mais grosso modo, ce que vous voyez, c'est que quand vous faites le calcul ici, ce que vous allez voir, c'est que vous allez tomber sur un système, sur la description d'un système qui est celui-ci. Donc vous avez une superposition de l'état 0, 0 et l'état 1, 1. Une superposition égale. Et maintenant, je vous mets au défi de me trouver une séparation, c'est-à-dire d'écrire cet état-là comme un produit tensoriel entre l'état qui caractérise un qubit de gauche et l'autre de droite.
Et il se trouve que c'est impossible. Et la raison pour laquelle c'est impossible, parce que c'est justement un état intriqué. Et c'est ça la magie de la physique quantique qu'on ne pourra jamais avoir en informatique classique, c'est de pouvoir en fait corréler deux résultats. Et alors pour vous montrer en fait que je ne raconte pas des blagues, alors je vais quitter 30 secondes ma présentation. Alors je vais juste quitter ça et puis vous montrer le notebook. Encore faut-il que je le trouve. Voilà. Donc, alors ici, donc, je vous parlais de la présentation donc, du software de IBM. Donc, tout ça, c'est basé sur Python, en fait. C'est assez simple, d'ailleurs, à apprendre au début. Les packages, bon, sont un peu, il faut un peu se débrouiller, mais enfin, il y a une super documentation qui est faite maintenant. Alors, je reprends le circuit que je vous ai montré juste avant dans la slide. Donc, vous avez 2 qubits. Vous appliquez une porte de Hadamard sur l'un, un synode sur l'autre, puis vous mesurez. Et vous regardez ce qui se passe. Alors, je pourrais le faire tourner sur un véritable ordinateur quantique, mais pour des raisons de temps, parce qu'il faut en fait, il y a un système de serveur qui va me mettre en attente. Je ne vais pas le faire, je vais plutôt utiliser le simulateur en fait, et on va mesurer en fait les résultats du simulateur, et on va voir en fait quels résultats j'obtiens. Et donc voilà les histogrammes. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais mesurer les 2 qubits. Et ça, je le fais 1000 fois, en fait. Je vais répéter la mesure 1000 fois. Et là, en fait, ça me donne les proportions statistiques de mesure de la chaîne 0,0 et de la chaîne 1,1. Et là, comme vous pouvez voir, à peu de choses près, en fait, c'est 50%, 50%. Et en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je mesure 0 sur le premier qubit, je suis certain en fait, de mesurer 0 sur le deuxième. Et si je mesure 1 sur l'un, je suis persuadé de mesurer 1 sur l'autre. C'est qu'en fait, on a corrélé les 2 qubits de telle manière à ce qu'en fait, la mesure de l'un va directement déterminer celle de l'autre. Et ça, disons, c'est un aspect qui est très désiré, en fait, justement, pour vous dire, OK, imaginez en système de communication, donc je veux transmettre un message via un canal quantique. En fait, ce que je vais faire, c'est que s'il y a une troisième personne mal intentionnée qui veut pirater qui veut essayer d'accéder au message que je suis en train de transmettre via ce canal-là, en fait, le fait d'avoir à mesurer le message va en fait interférer le message parce qu'en fait, il va changer l'état quantique de l'autre qubit. Parce que peut-être, imaginez, je rajoute un troisième qubit et puis les 2 personnes à qui je transmets ces deux-là n'ont aucune connaissance du protocole qui est en train de se dérouler. Rien que le fait que j'essaye de corréler en fait le troisième qubit à ces deux-là va modifier en fait le résultat de ma mesure. Et donc, les deux personnes sauront en fait ce qui s'est passé parce qu'ils n'auront pas reçu en fait une corrélation qui était censée être parfaite comme ils l'attendaient à la base. C'est très vite résumé, mais enfin, en gros c'est ça. Alors, je reviens sur la présentation. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple en fait d'intrication. Ensuite, donc finalement, j'arrive à ce fameux postulat de la mesure. Donc, en fait, le postulat de la mesure nous dit qu'en fait, on ne peut pas mesurer tous les états quantiques d'un qubit. On peut mesurer l'état 0 ou l'état 1 avec une certaine probabilité. Donc, quand j'ai un état arbitraire, une combinaison linéaire de l'état 0 et de l'état 1, la probabilité que j'ai de mesurer l'état 0, en fait, c'est non pas l'amplitude elle-même, mais l'amplitude, le carré de la norme en fait, de cette amplitude-là. Donc, rappelez-vous, alpha et bêta sont des nombres complexes ici. Et donc, en fait, c'est la norme au carré de ce nombre complexe qui va me donner la probabilité. Donc, en l'occurrence, rappelez-vous, avant, j'avais un 1 sur racine de 2 qui multipliait mon état quantique 0, 0 plus 1, 1. Et du coup, quand j'élève ce 1 sur racine de 2 au carré, ça me donne 1,5. Et donc, j'ai une probabilité 1,5 de mesurer 0, 0 et une probabilité 1,5 de mesurer l'état 1, 1. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions jusque-là. OK, cool. Alors, je regarde le temps qui me reste. Donc, il me reste… OK, je suis un peu overtime, je pense. OK, bon, je vais aller un peu vite. Donc, l'idée, c'est là, je voulais vous montrer en fait un des algorithmes qui est le plus basique en fait qui existe en informatique quantique pour vous montrer en fait l'intérêt qu'il y a à encoder de l'information. On a en fait l'encodage d'information sur un système quantique il y a un avantage en fait par rapport à un système classique, c'est qu'on peut avoir un degré d'information. Et l'algorithme de Dutch qui a été proposé, alors 84, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. À vérifier la date, mais enfin, ça fait un petit moment que ça a été proposé. Il montre exactement cet aspect-là. Alors, à nouveau, ça fait appel à beaucoup de calculs. Alors, si vous voulez… alors, vous savez quoi, si vous voulez, je vais passer ça.
parce que là, je vois que je n'ai pas de temps. Je vais vous parler de peut-être un petit peu des opportunités, parce que je pense que c'était aussi quelque chose d'important que je voulais mentionner. Et puis, je reviens là-dessus si j'ai encore un peu de temps, parce que finalement, c'est encore des maths, si vous voulez. Ça va vous montrer un exemple concret de comment est-ce qu'on fait de l'information quantique à partir des portes quantiques que je vous ai présenté tout à l'heure, et d'essayer de tirer un résultat sur un problème défini. Alors ici, le problème qui est donné là est très simple. Mais en général, c'est la même logique pour tous les algorithmes. On essaie d'utiliser la superposition d'input pour pouvoir apporter un avantage de temps, en fait. Alors, je passe là-dessus et je reviens dans quelques instants, si ça va pour vous. Ouais, donc comme dit, il y avait pas mal. Et puis, pour 45 minutes, j'ai un peu trop misé. Alors, on va passer là-dessus. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a montré un petit peu le circuit quantique, je voulais vous donner un petit aperçu en fait de ce que c'est aujourd'hui le monde de l'informatique quantique, donc quels sont les aspects qui existent de ce domaine-là. Comme je l'ai dit au tout début, ça devient hyper intéressant parce qu'en fait, il y a plein de domaines qui se rejoignent. Il y a de l'informatique, il y a du génie électrique, il y a de la physique, il y a qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Et puis, il y a tout le champ potentiel des applications, donc machine learning, finance, communication. Tous ces aspects-là en fait, peuvent se retrouver ou peuvent avoir une déclinaison dans le monde quantique. Et c'est ça qui passionne beaucoup de gens, c'est que maintenant, jusqu'à il y a encore très récemment, on trouvait que c'était encore très théorique, ou qu'il y avait vraiment que quelques industries très de pointe et très orientées vers le futur qui faisaient ce truc-là. Aujourd'hui, vraiment, on a une effervescence de startups et d'entités en fait, qui commencent à bosser là-dessus. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc sans doute, vous avez déjà vu passer ça l'année dernière. Donc ici, l'image que vous voyez, c'est le processeur quantique, donc qui contient en fait 53 quantum bits. Alors 54 en réalité, mais il y en avait un qui ne marchait pas, que Google a créé dans ses labos. Donc Google comme beaucoup d'autres grosses boîtes comme Microsoft, IBM, Rigetti, il y en a même plus que ça, hein, mais ce sont un peu les acteurs majeurs du domaine maintenant. Ils travaillent tous sur l'élaboration d'un hardware. Un hardware qui consiste en fait à créer un ordinateur quantique, en l'occurrence un processeur. Un processeur quantique, en fait, il va comprendre les 53 qubits qui vont être interconnectés, justement, de sorte à ce qu'on puisse les intriquer entre eux et qu'on puisse effectuer des opérations sur l'ensemble de ces quantum bits. Et donc, l'année dernière, Google a annoncé avoir atteint la suprématie quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette suprématie quantique? Le principe, c'était de dire, OK, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il s'agissait en fait de pouvoir décrire un système qui était beaucoup trop long à stocker parce que vous avez un vecteur à 2 puissance n composantes. Donc, en l'occurrence, ici, c'est 2 puissance 53. Et on veut simuler donc des procédés qui se déroulent sur ces 53 qubits. Pour un ordinateur classique, c'est une tâche impossible à faire parce que la taille du système à simuler, la taille du vecteur à stocker, ainsi que les matrices, du coup, parce que donc, du coup, il nous faut des matrices qui soient 2 puissance 53 fois 2 puissance 53. C'est pas tenable. Donc, tout ça, on jugeait qu'en fait, ce serait des tâches impossibles à réaliser pour l'ordinateur classique. Et on parlait de suprématie quantique. Donc, c'est John Preskill qui est un chercheur à Caltech, si je ne me trompe pas, qui est vraiment un des pontes du domaine de l'informatique quantique, qui a dit, voilà, le jour où on arrivera à effectuer une tâche sur un ordinateur quantique qu'on sait complètement impossible à réaliser sur un ordinateur classique en un temps raisonnable, alors on aura atteint un régime où effectivement l'ordinateur quantique va surpasser les performances d'un ordinateur classique. Et c'est ce que Google a fait. Alors, il y a eu une petite contestation avec IBM, c'était intéressant parce qu'en fait, ils essayaient de dire, en fait, ils ne l'ont pas vraiment fait parce que si on mettait beaucoup de RAM et qu'on faisait une gestion efficace sur le disque dur, en fait, on pourrait le simuler correctement sur un ordinateur classique. Mais finalement, le raisonnement était un peu bancal parce qu'il suffisait de rajouter un seul qubit au problème pour qu'en fait, on multiplie tout par 2. Et donc, du coup, l'argument ne tenait plus la route parce qu'on devait simuler un système 2 fois plus grand et ça ne marchait juste pas. Et donc, du coup, Google a réussi à faire ça alors sur une expérience qui, malheureusement, pour le commun des mortels, ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est vraiment une expérience qui a été menée pour montrer que ça marchait, mais ça n'a aucune utilité, aucune application qu'on peut tirer du fait que cette opération ait marché. Donc, on a une preuve de concept qui nous indique qu'en fait, voilà, on est bien pour continuer. On peut avoir confiance que peut-être on arrivera plus tard à avoir des applications intéressantes, justement, comme je vous ai mentionné au début, cryptographie, simulation de matériaux, etc. On peut espérer l'avoir si on arrive justement à bien se débrouiller, mais le challenge aujourd'hui, c'est qu'en fait, les ordinateurs quantiques sont extrêmement, on appelle ça bruyants, c'est pour dire qu'en fait, ils sont très sujets aux perturbations.
Par exemple, la puce ici, là, que vous voyez, le processeur Sycamore, il doit se retrouver dans un réfrigérateur de dilution à très proche du zéro absolu, en gros, donc proche de 0 Kelvin, pour pouvoir fonctionner. Parce que sinon, en fait, si on ne le met pas à cette température-là, il y a trop d'interactions avec le milieu extérieur, radiation thermique, entre autres, mais aussi toutes sortes d'interactions qui arrivent avec l'environnement et qui font qu'en fait, on perd complètement le contrôle du système. Le système devient un petit peu, non pas chaotique, mais on n'arrive plus en fait à vraiment avoir une séquence algorithmique de changement d'état. L'état va changer selon des processus qu'on n'arrive pas trop à caractériser. Et donc, on essaie de contrôler ça au maximum en essayant d'améliorer le processeur, la qualité des qubits, etc. Mais c'est encore quelque chose de compliqué. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on arrive à un état où les quantum bits, on peut faire des applications déjà intéressantes, des combinaisons un petit peu de computing classique et quantique, mais qui n'arrivent pas forcément à faire des grosses applications comme ce qu'on ambitionnerait de faire. Et puis peut-être que certains d'entre vous l'ont vu la semaine passée. Donc en fait, il y a une deuxième annonce de suprématie quantique qui a été mentionnée. Alors cette fois, c'était donc pas sur un système supraconducteur comme le Sycamore que vous voyez ici, mais sur des photons. Donc eux, alors ça c'est un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, ils utilisent donc les photons pour pouvoir encoder de l'information, donc transformer non plus des qubits, mais en fait des états à n niveaux, et faire de l'information quantique sur ces systèmes-là à n niveaux. Et ils auraient réussi du coup à avoir un avantage quantique justement sur une opération classique, et je trouve ça très prometteur. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas encore vrai ou que ce n'est pas forcément encore très clair. En même temps, ça vient d'être annoncé, donc c'est normal, il faudra encore faudra une version un peu revue de ce qu'ils ont fait. Mais grosso modo, on voit que voilà, on commence à arriver sur quelque chose où il y a de plus en plus d'initiatives qui commencent à débouler sur quelque chose d'intéressant. Et on peut s'attendre dans les 5 à 10 prochaines années à avoir un algorithme qui ait vraiment un intérêt, qui résolve un problème concret et non pas seulement une preuve de concept que théorique. Alors, le but, c'est que je voulais aussi vous présenter un peu ce que je faisais moi. Donc, on m'a posé la question tout à l'heure pour me demander justement en fait comment ça s'implémentait physiquement. Donc, voilà, là, j'ai parlé très rapidement en fait de comment un ordinateur quantique s'était fait physiquement. Donc, ce sont des systèmes à deux niveaux qui sont mis par exemple sur des puces qui sont mis à des températures à 0 Kelvin. Et l'interaction, donc ici par exemple, vous voyez justement une chip avec 5 quantum bits, donc, qui sont modélisés par les Q ici. Donc ça, c'est un système qui appartient à IBM. Et ce système-là, en gros, il y a des lignes en fait, qui sont reliées ici, qui sont reliées à des résonateurs, qui sont en fait justement des outils de contrôle en fait, des qubits. Donc c'est via ces liens-là qu'on va essayer d'envoyer en fait, des impulsions électromagnétiques pour changer l'état des qubits respectifs. Les qubits qui, comme vous le voyez, sont connectés entre eux. Alors vous voyez ici ces lignes. Alors, par exemple, le 2 est connecté au 3, est connecté au 1. Mais par contre, il n'est pas connecté. Alors, pardon, il ne faut pas que je me perde. Donc, il est connecté au qubit 4, ici, via ce résonateur-là, au qubit 0 et au qubit. Il n'est pas sur la photo. Il est. Oui, c'est ça. Donc, il est derrière. Mais par contre, il n'est pas connecté à tous les autres qubits. Donc, en fait, il y a un problème de connectivité qui fait qu'en fait, on doit faire en sorte de justement pouvoir communiquer entre tous les bits quantiques possibles et imaginables. Donc, il faut faire certaines opérations pour essayer justement de faire en sorte qu'ils soient tous connectés. Parce que physiquement, sur le hardware, c'est compliqué de tous les interconnecter pour faire un état super intriqué comme on aimerait le faire. Et alors, la question, c'est bien sûr, quels sont les types d'impulsions électromagnétiques à envoyer pour exactement avoir l'état qu'on veut. Donc, tout ça, ça fait partie des problèmes d'optimisation qu'on doit résoudre. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, donc je travaille dans une boîte qui commercialise en fait des appareils qui permettent justement de synthétiser ces impulsions électromagnétiques. Donc, en fait, leur appareil, c'est un appareil de contrôle et de mesure finalement qui permet justement d'interagir avec le système quantique. Il va synthétiser les pulses, les impulsions selon un schéma qui est donné par un code software. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir effectuer la mesure. Et donc, cet instrument va récupérer les mesures, donc sonder l'appareil en envoyant les informations requises pour faire ça. Et il y a toute une gestion au niveau d'un processeur, au niveau d'un FPGA, donc c'est vraiment très, très, très typé ingénieur, réussir à récupérer ces informations pour avoir une mesure optimale en fait, des systèmes quantiques. Moi, en l'occurrence, je ne travaille pas trop sur la partie hardware, je travaille sur la partie justement comment est-ce qu'on fait en fait pour
créer des algorithmes et encoder en fait, les algorithmes directement sur l'impulsion électromagnétique. Donc, c'est, si vous voulez, l'équivalent dans un ordinateur classique, c'est l'étape de compilation. Donc, quand vous écrivez du pseudocode, un algorithme, vous voulez transformer en code, par exemple C++, et puis derrière C++, vous avez encore un compilateur qui va le transformer en langage assembleur pour l'ordinateur, pour comprendre ce qui se passe. Et bien ici, le langage assembleur, si vous voulez, enfin, c'est grosso modo les impulsions électromagnétiques. Donc, c'est une séquence d'impulsions qui va devenir le langage assembleur et qui va nous donner les contrôles principaux en fait, de l'ordinateur quantique. Voilà. 56, donc il est quasiment temps de s'arrêter. Donc ici, voilà, c'est un exemple en fait justement des différents niveaux que vous pouvez rencontrer, les niveaux en fait d'abstraction. Donc plus vous allez vers le bas ici, plus vous allez justement vers l'aspect physique, donc l'aspect hardware, et plus vous allez en haut, plus vous avez justement le niveau algorithmique, donc très typé software engineering et informatique. Donc ici, on parlerait que en porte quantique, donc on revient à la description justement des portes unitaires, donc pas quelque chose qui est très attaché physiquement, mais ensuite on va essayer de paramétrer les circuits quantiques, donc on va essayer de parce que, comme je vous ai dit aussi, il y a beaucoup d'erreurs qui se propagent à cause justement d'interactions avec l'environnement. Donc on doit penser aussi à des codes correcteurs, et donc tout ça, toute cette partie haut niveau, des codes correcteurs, etc., pour s'assurer que on n'a pas de perte d'informations, ça se passe assez haut, et puis ensuite on doit vérifier que tout ça suit avec un compilateur justement sur des impulsions électromagnétiques qui sont précises, contrôlées et très spécifiques au hardware qu'on est en train de décrire. Donc voilà, toute une série ici de possibilités en fait, pour vous, en fait, de vous lancer dans l'informatique quantique, si vous voulez. Si vous êtes un féru des maths, vous pouvez vous lancer, par exemple, dans les codes correcteurs, théorie des groupes, algèbre de Lie, tout ça, c'est des trucs hyper abstraits, mais qui, grosso modo, ont un impact très important parce que sans code correcteur, on n'a pas de qubit fiable, et sans qubit fiable, on n'a pas d'informations stockées, donc c'est important. Mais évidemment, il y a toute la partie compilation, donc comme je vous ai dit, c'est ce que je fais moi en ce moment. Comment essayer de créer en fait l'interface entre les deux schémas ici. Donc moi, si vous voulez, je travaille plus à ce niveau-là, entre les deux. Et puis finalement, donc, il y a tout l'aspect ingénieur. Donc, comment est-ce que je synthétise mes quantum bits, comment est-ce que je les contrôle, comment est-ce que j'applique les pulses, etc. Et il y a toute une étape de calibration. Voilà. Voilà, pour finir, grosso modo, moi, je voulais vous mentionner que ce que je trouve vraiment intéressant dans ce domaine, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on en parle un peu plus au niveau de la section, parce que je pense que pour beaucoup de physiciens, ça peut représenter un intérêt assez énorme parce que, en fait, ça devient maintenant un domaine qui a une conjonction très forte avec beaucoup de centres d'intérêt. Donc, génie électrique, physique pure et fondamentale, physique appliquée, informatique, système de communication. Moi, par exemple, j'étais toujours très passionné par l'idée justement de mêler l'informatique et la physique. Et je trouve que je suis très, très bien loti avec ce boulot-là parce qu'en fait, c'est vraiment, je suis entre le hardware et puis justement la vision un petit peu plus algorithmique. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre de manière simultanée. Donc, moi je trouve que c'était vraiment un bon compromis. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'ambition justement. Et ce qui est encore plus intéressant pour les physiciens, c'est que maintenant, il y a une grosse hype, entre guillemets, sur le sujet. Donc, il y a vraiment un écosystème qui est en train de se créer de start-up, d'industrie, de boîtes. Donc, il y a beaucoup de recrutement dans la chose. Et donc, c'est quelque chose que maintenant, vous pouvez vraiment faire de manière transversale. Vous n'avez plus à vous, entre guillemets, vous rendre dans un laboratoire et faire vos recherches dans le public. Vous pouvez tout à fait aller maintenant dans un département R&D d'une boîte qui fait des choses finalement très similaires. Mais comme eux, en général, ils ont un peu plus de budget que les laboratoires, on arrive à des expériences qui valent très vite plusieurs millions, mais qui en l'occurrence, justement, sont beaucoup plus ancrées sur du fondamental. Donc, on a cette espèce de synergie qui s'opère. Alors, je ne discrédite pas du tout le travail de l'académique, ou bien au contraire, il est crucial, surtout encore pour les domaines les plus théoriques d'entre eux. Mais disons que de plus en plus, maintenant, on voit que les synergies, et notamment chez nos voisins à Zurich, à l'ETH, il y a une énorme collaboration qui est faite entre les étudiants et puis le corps professoral donc, de l'ETH Zurich en information quantique avec IBM, qui est juste à côté, tout simplement. Et donc, beaucoup de doctorants vont faire un doctorat à cheval entre l'ETH Zurich et la recherche en entreprise chez IBM, tout simplement. Et donc, c'est de plus en plus de parcours qui se démocratisent et moi, je suis assez intéressé par ça et je pense qu'il y a beaucoup de physiciens qui se disent aussi je ne sais pas si je veux faire de la recherche, alors je n'ai pas envie de me lancer dans la recherche à fond, j'aimerais bien faire de l'industrie, de l'appliquer. Je trouve que ce domaine, c'est vraiment pour ce genre de physiciens-là qui vont être un peu envie d'être un peu en transversal et pas de dire
je vais me lancer à fond dans un doctorat. Ou alors, ouais, je veux faire un truc d'ingénieur. C'est assez variable. Et il y en a pour vraiment tous les niveaux d'abstraction. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et voilà. Et enfin, le PFL, donc ça c'est aussi important. Alors, je vais parler de l'association étudiante donc, dont je suis actuellement le président. Je crois savoir qu'il y a quelques membres d'ailleurs de l'association, je les salue dans le Zoom. Mais donc, cette association qui est très récente, on l'a créée l'année dernière. Le principe, c'était de se dire, voilà, le truc, c'est qu'aujourd'hui, à l'EPFL, on a des initiatives autour du quantique, des technologies quantiques, notamment en physique, on en a plein maintenant. Vous avez peut-être vu donc, cette année le professeur Carléo qui fait le cours de physique quantique 1. Typiquement, lui, il est très impliqué dans tout ce qui est recherche dans les systèmes quantiques, la description quantique liée à l'informatique, puisqu'il fait des techniques de machine learning appliquées à la simulation de systèmes quantiques. Donc, c'est intéressant parce que c'est la contrepartie, c'est-à-dire, lui, il n'est pas encore passé dans le type… je vais décrire des choses avec un ordinateur quantique. Moi, je vais voir comment est-ce que l'ordinateur classique a encore quelque chose à nous apprendre sur la description de systèmes quantiques, donc physique de la matière condensée, des systèmes un peu plus complexes, etc. Donc, vous avez plein d'opportunités à l'EPFL. Et puis, notre association, donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, les étudiants n'étaient pas forcément au fait des champs de recherche qu'il y avait. Et comme vous l'avez vu, le point de départ, finalement, c'est de l'algèbre linéaire sur C. C'est à la portée de n'importe quelle première année. Et on en a dans notre association des premières années qui ont fait des progrès monstrueux dans ce domaine-là en l'affaire de quelques mois. Et moi, je trouve ça juste complètement incroyable de se dire qu'en fait, maintenant, avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, il est possible de s'auto-former à une manière très vite et devenir vraiment je veux dire, quelqu'un qui est avancé dans le domaine, en tout cas dans la programmation. Peut-être de l'aspect physique, ce sera un petit peu plus compliqué, mais sur l'aspect programmation quantique, typiquement, le software, c'est vraiment accessible. Et nous, on avait envie de créer une plateforme pour ça. Et donc, pour tous les gens qui ont envie de se lancer dans la programmation quantique ou dans l'aspect physique, on essaie de développer ça là, cette année, pour recueillir justement les physiciens qui veulent un peu plus en apprendre sur le hardware, comment ça se fait un ordinateur quantique en pratique. On essaie de recueillir ces gens-là et puis de former une ambiance de groupe, une ambiance un petit peu de communauté pour justement favoriser un peu le partage de ressources, le partage de la recherche aussi, et justement de faire l'intermédiation entre les doctorants, les professeurs. Là, j'ai mentionné quelques noms ici, qui sont tous impliqués de près ou de loin à notre association, et c'est encore en cours de collaboration, etc. Donc, pour vous brancher sur des projets dans les technologies quantiques, etc., on a vraiment plein d'idées, et on espère dans les années qui suivent justement à monter une structure qui va pouvoir, par exemple, faire des offres de bachelor ou de master, pourquoi pas, spécifiques pour cette branche-là, parce qu'on pense que vraiment, ça commence à devenir un domaine à part entière. À Zurich, ils l'ont déjà fait, donc il y a un master en quantum engineering. Et pourquoi pas le PFL créer quelque chose de similaire ou créer quelque chose en conjonction avec le TH. Enfin, voilà, c'est des pistes qu'on aimerait bien explorer aussi parce qu'on se dit pour les étudiants, ce serait une opportunité formidable. Et c'est pour ça que moi, je serais très intéressé pour connaître. Alors, maintenant, je ne vois pas combien on est dans le Zoom, mais globalement, s'il y a des gens intéressés, voilà, moi, j'avais un petit sondage pour vous. Et typiquement, je vais vous mettre mon adresse email dans le chat. Et puis moi, ça m'intéresserait de recueillir vos feedbacks, en fait, si vous seriez potentiellement intéressé par les questions suivantes. Et selon le nombre en fait, qu'on recevra, ça nous permettra de voir un peu plus haut niveau avec la section, peut-être, avec l'institut de recherche, s'il y a possibilité de faire des projets un peu plus intéressants. Mais pour ça, on a besoin du bagage étudiant. Et je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment en retard et je m'en excuse. Donc voilà, j'en ai fini. Alors, mon adresse, je vais vous la mettre dans le chat. Un petit temps, si j'arrive à revenir dans le chat, d'ailleurs. Voilà, un instant. Voilà, donc ça, c'est pour les gens, effectivement, qui souhaiteraient en apprendre plus, en fait, sur ce qui se passe à l'EPFL. Voilà, vous pouvez m'écrire à cette adresse si ça vous intéresse. Voilà, donc j'en ai fini. Je pense que c'était une longue présentation. Je m'en excuse et je prends maintenant toutes les questions qu'il faut, s'il vous plaît. Ah, pas de souci, c'était super. Ben, merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps de nous accorder cette présentation. C'était très intéressant. On peut malheureusement pas t'applaudir en vrai, mais on peut t'applaudir virtuellement. Donc, bravo à toi et merci beaucoup. Et je voulais juste dire, je pense effectivement c'est une très, très bonne chose que vous faites vu que j'ai quelques amis à Zurich en quantum engineering et justement c'est quelque chose j'ai l'impression qui n'existe pas trop ici à l'EPFL. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de votre part d'essayer de rendre ça plus accessible et plus populaire. C'est ça. Voilà. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Ouais, moi je voulais poser une question. Enfin, merci en tout cas beaucoup. C'était vraiment cool comme présentation. Je voulais juste savoir, toi, tu fais un master de physique pure ou physique appliquée ou alors autre chose? Alors,
Et Je me considère un peu dans la catégorie des douilleurs parce que je suis en physique fondamentale, donc je suis en physique théorique, mais je suis en train de faire exactement le parcours d'un type ingénieur. C'est-à-dire que là, je fais mon travail de spécialisation, donc qui est le propre normalement d'un stage en physique appliquée. En fait, bah, je le fais dans une startup, ce travail de recherche. Donc finalement, la frontière, elle est assez floue, je dirais, entre les deux masters parce que il se trouve que le travail de spécialisation, c'est un truc un peu spécifique aux physiciens qui n'est pas tellement régularisé par le service académique. Donc, en fait, si vous avez un professeur qui vous fait confiance et puis qui voit que vous êtes un peu autonome, il peut vous dire voilà, vous pouvez sortir de mon labo et faire votre projet où vous voulez. Moi, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé avec le professeur Savona, on en a discuté. Et lui, en l'occurrence, donc, il est dans les systèmes théoriques ouverts. Il n'est pas expert directement en fait, du domaine en question, mais il s'y intéresse comme parce qu'il y a vraiment des connexions avec son domaine principal de recherche. Et donc, du coup, il encourage les étudiants à saisir les opportunités un peu ailleurs. Et je pense qu'il y a plein de professeurs comme ça maintenant dans la section qui seraient ravis de pouvoir créer plus de synergie avec l'industrie. Et notamment en info quantique, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Donc, moi, pour répondre à la question, c'est effectivement master théorique, mais avec justement un projet qui se fait en entreprise quand même, quoi. Ok. Et je ne sais pas si, je sais peut-être pas, mais par rapport au master à Zurich de Quantum Engineering, c'est plus axé programmation, etc., où il y a quand même ce côté physique. Enfin, est-ce que... Alors, je n'ai pas vu le programme en détail, mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'options de cours. Et de ce que je sais, il y a évidemment beaucoup de cours qui sont piqués à la section de physique. Donc, théorie de l'information quantique. Alors, il y a des trucs plus fondamentaux aussi. Il n'y a pas que l'aspect parce qu'on pourrait, je ne suis pas allé en détail, mais la description d'un système quantique, l'information quantique en tant que telle, c'est un sujet beaucoup plus vaste que la description d'un bit quantique en général. Donc, en fait, il y a plein de matières beaucoup plus théoriques. Donc, sur un niveau physique qui est assez fondamental, il y a des trucs beaucoup plus appliqués, type ingénieur électrique. Moi, si j'ai bien compris, ce master, il vise à réunir les étudiants de physique, informatique, génie électrique, majoritairement. Et donc, il y a une offre de cours disponible pour les trois. Et je pense que l'idée, c'est de fournir le background nécessaire pour justement avoir une vue d'ensemble, en fait, sur tous ces aspects-là. Ok. Ouais, bah, en tout cas, merci. Hein. Je connaissais pas trop ce domaine, on n'en parle pas trop, du coup. Ouais, justement, cool. On y travaille. On espère qu'il y aura un peu plus. Donc, si jamais aussi, si vous voulez en savoir plus, à l'EPFL en tout cas, donc nous, on a notre association, on essaie de partager du contenu régulièrement. Si vous m'écrivez un mail, je vous envoie le lien vers notre Slack où on publie régulièrement en fait, des infos intéressantes. Déjà, nos événements, on a des événements qui arrivent, des conférences, des présentations sur le domaine plus ou moins avancées. Et en plus de ça, on partage des ressources de tout type sur le domaine, de tout niveau, et on essaie de faire des réunions entre nous, etc. Donc, c'est une ambiance aussi assez intéressante, et puis on essaie de monter justement cette structure de recherche un petit peu. Ça marche. Merci en tout cas. Avec plaisir. D'autres questions ? J'ai une question à propos du groupe chinois. Comment ils ont fait pour contrôler les photons dans leur ordinateur ? Alors, j'ai parcouru le papier, je ne l'ai pas lu en détail, mais en gros, comment ils font ? En fait, c'est un système, si tu veux, c'est un système de miroirs un peu. Donc, il y a des miroirs, des beam splitters, des beam splitters, donc ce sont des… comment on appelle ça d'ailleurs en français ? Des séparateurs de rayons lumineux. J'ai pas le terme exact, mais enfin, tu vois l'idée. En gros, c'est un prisme en fait. Ouais, c'est ça, c'est un prisme. Donc en fait, tu décomposes un rayon de lumière et puis tu le décomposes en fait. Et l'idée, c'est en fait d'envoyer des photons. Donc évidemment, la lumière, c'est des photons par définition, mais là, l'objectif, c'est en fait de réduire le flux de photons à quelques photons, quoi. Genre, on est vraiment sur une description, donc une intensité très faible de lumière, évidemment invisible. Et on est sur des très basses énergies. Et en gros, comment ils font ? En fait, les portes quantiques, ce sont en fait des modifications justement des trajectoires des photons. Donc, il y a des différences de phase. Il y a, tu vois, des réseaux optiques un petit peu où on va essayer de faire accumuler justement sur une trajectoire. Le photon va parcourir une trajectoire plutôt qu'une autre, favoriser un certain état. Et en fait, en créant ces phases-là, on arrive à justement créer des états quantiques différents. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont manipulé les photons.
avec un réseau en fait, de miroirs, de prismes, et puis alors après, il y a tout un processus de détection des photons, évidemment, pour la mesure, et il y a un processus de génération des photons aussi qui est assez complexe. Mais en gros, voilà, c'est un peu dans l'ensemble. Je peux te trouver des références un peu plus poussées si tu veux. En l'occurrence, pour leur expérience à eux, j'ai pas vu leur setup particulier, mais enfin, je sais que les ordinateurs photoniques, donc ceux qui vraiment essayaient d'utiliser le photon comme unité d'information, déjà, c'est très intéressant parce que le photon n'est pas un qubit. Le photon, alors je ne sais pas si tu es familier un peu avec la Il y a description. plusieurs niveaux d'état. Exactement. Pas que En fait, il a n niveaux d'état. C'est un boson, en fait. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus du tout un qubit parce qu'on n'a plus besoin de se restreindre à deux niveaux d'état, mais on en a n potentiellement. Donc, en fonction de là jusqu'où on peut atteindre, on peut encoder beaucoup plus d'informations sur un seul photon qu'on peut en avoir sur, par exemple, n qubits. Quoi. Ouais, ok. Ok, merci. Avec plaisir. Il y a d'autres questions? Ça a l'air bien calme. C'est trop calme. J'ai beaucoup aimé sinon la partie un peu mathématique de la présentation. C'était très. Ouais, alors, le truc, c'est que je pense qu'effectivement, il m'aurait fallu une deuxième heure peut-être pour aller sur l'algorithme de Dodge en détail. Mais si vous voulez, donc si vous êtes intéressé par cette partie-là, bon, déjà, écrivez-moi, je vous envoie les slides avec grand plaisir. Et puis, la deuxième chose, c'est une super référence, c'est le Qiskit Textbook, qui est vraiment… Il est sorti l'année dernière, je crois, et c'est une référence genre, vraiment géniale. Vous tapez Qiskit Textbook sur Google. Et vous avez justement tout le briefing dont vous avez besoin pour comprendre un peu les éléments fondamentaux, les algorithmes principaux, parce que là, évidemment, je vous ai parlé d'un algorithme hyper basique qui ne résout pas un problème très intéressant, mais évidemment, on s'intéresse à des algorithmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliqués, qui ont des applications beaucoup plus intéressantes. J'avais une question, sinon, quand tu parlais de la suprématie quantique et de ce que Google avait réussi à faire, et tu disais justement qu'il fallait le garder, éviter l'interaction avec le système extérieur, enfin garder très froid en fait tout l'appareillage. Est-ce que c'est une limitation qu'on arrive à dépasser aujourd'hui? Enfin, est-ce que des gens essayent de contourner ça? Parce que c'est quand même un problème assez important, je Bien pense, sûr. pour la réalisation pratique de la chose. Alors, c'est un sujet, bien sûr, c'est vraiment même le principal sujet de recherche. La question, c'est déjà isoler un quantum bit du bruit extérieur. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y a toute la théorie donc, des systèmes quantiques ouverts, justement, qui consiste à essayer de modéliser les différents principes de ce qu'on appelle de décohérence. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie en fait de modéliser comment l'état quantique va changer à cause du bruit. Donc, on essaie de donner une certaine apparence de bruit, et en fonction de ces canaux-là, on essaie de justement retrouver l'état quantique de départ. Donc, l'enjeu, c'est de prévoir cette théorie pour pouvoir les corriger. Donc, c'est là que vient la théorie des codes correcteurs. Donc, c'est un gros travail qui est fourni. Et en fait, on se rend compte que pour des codes correcteurs, il faut beaucoup plus de qubits que nécessaire, parce qu'en fait, on va utiliser le même système qu'en informatique classique. En fait, on va dédoubler le nombre de qubits. Pour un qubit logique va être égal, par exemple, à 5 qubits physiques. Donc, on pourrait très vite arriver à des millions de qubits nécessaires pour pouvoir avoir un code qui marche. De sorte à ce que justement, ces codes correcteurs, sans qu'on ait besoin de les mesurer, on va arriver à justement corriger les erreurs en cours de route. Donc, code correcteur, ça c'est la première réponse. Et oui, en termes de qualité des qubits, alors c'est le gros débat en fait. C'est parce que chaque boîte en fait essaie de bosser sur un hardware un peu différent. Donc, IBM et Google ont à peu près le même, c'est des supraconducteurs qui ont l'avantage en fait d'être hyper échelonnables vers le haut, c'est-à-dire qu'on a aligné plein sur un même processeur parce que c'est issu des technologies qu'on avait déjà, c'est des atomes artificiels en fait. Par contre, pour des ions piégés, donc ion traps en anglais, là c'est beaucoup plus difficile la connectivité à haut niveau, mais par contre ils sont beaucoup plus résistants au bruit de par leur structure, de par leur tenue. Donc on ne sait pas quel est le hardware qui va vraiment le mieux fonctionner. C'est un peu une course, justement. C'est là que ça devient intéressant parce qu'on est incapable de dire aujourd'hui, alors oui, Google a pris de l'avance avec cette suprématie, etc. Mais là, si les Chinois ont effectivement montré que la photonique, ça marchait aussi, et on en attend plein, par exemple, à l'EPFL, donc on a le professeur Scarlino qui va travailler sur les spin qubits, qui ont encore des temps de décohérence plus longs. Finalement, ouais, c'est ces deux gros paris-là qui vont jouer en fait dans est-ce qu'on a un ordinateur quantique qui nous sert à quelque chose ou pas, quoi. Alors, je vois une question dans le chat. Il y a un équivalent. Merci beaucoup. Avec plaisir.
il n'y a pas un équivalent quantique de Fourier. Alors oui, c'est la transformée de Fourier. Il y a évidemment enfin pas évidemment d'ailleurs, c'est pas du tout trivial, excusez-moi. Il y a une transformée de Fourier quantique, exactement. Donc c'est l'analogue de la transformée de Fourier discrète en informatique classique. Alors vous savez, il y a la DFT pour Discrete Fourier Transform et il y a FFT pour Fast Fourier Transform. Et il y a la QFT, donc du coup Quantum Fourier Transform. Et cette transformée de Fourier quantique, elle va faire exactement la même chose que la classique, mais du coup, on va s'en servir en fait, d'ailleurs, pour exactement la même chose que ce qu'on fait en informatique classique, c'est pour trouver des périodes, de la périodicité dans le signal. Et l'algorithme de Shor, par exemple, qui est un algorithme qui permet justement de casser potentiellement les codes RSA, fonctionne. Son ingrédient de base, c'est la transformée de Fourier quantique. Alors, on pourrait en revenir en détail, mais en gros, c'est un outil très utilisé pour la plupart des algorithmes quantiques modernes, d'ailleurs, qu'on appelle l'estimation de phase. C'est une routine qui vient très souvent et la transformée de Fourier quantique est un composant essentiel de ces algorithmes. Impeccable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie beaucoup pour les questions, elles sont super intéressantes et franchement, j'espère en recevoir plein d'autres par mail. Et n'hésitez pas vraiment juste à m'écrire, ça vous prend 2 secondes, juste dites c'est moi et genre je vous envoie le lien du Slack et vous pouvez voir un peu ce qu'on fait dessus. Nous, on est très contents d'avoir vraiment de l'activité et à nouveau, comme je l'ai dit, plus on a d'activité, plus ça nous permet d'envisager les trucs un peu plus long terme pour ceux qui sont intéressés. Moi, j'ai une question, mais c'est pas tant une question sur l'informatique quantique, c'est plus genre, est-ce que tu as des conseils sur comment continuer? Est-ce que tu conseillerais plutôt de faire, comme toi, quelque chose plus bas niveau, j'entends donc directement sur l'ordinateur, ou est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de partir Sur le software. ouais, voilà. Ouais. Genre. Alors, au niveau intéressant, on vient un peu au sentiment de chacun, c'est-à-dire ce que vous préférez faire. Moi, en l'occurrence, mais vraiment mes 2 passions. Enfin, moi, j'ai toujours adoré la programmation. Moi, mon regret, c'est vraiment qu'on ait arrêté la programmation en première année avec Chapelier. Moi, j'adorais ça. Donc, pour moi, c'est un peu le moyen de me réconcilier justement avec la programmation, ce que je fais, mais aussi parce que la physique quantique me passionne par essence. C'est-à-dire l'intérêt déjà de base de la physique quantique, c'est-à-dire ses implications et la description du monde. Moi, je trouve ça complètement passionnant. Donc, disons que, alors, je ne saurais pas te dire si d'ailleurs, moi, je vais continuer dans la compilation, donc ce travail au niveau du Pulse. Moi, je suis aussi très intéressé par les applications. Par exemple, j'aurais bien voulu voir un petit peu les algorithmes de machine learning quantique qui sont très prometteurs, etc. Donc, j'ai aussi un attrait pour ça. En termes d'intérêt, je pense que c'est vraiment un travail à faire sur soi, de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime faire? Et ça, je sais que c'est très compliqué à l'EPFL, et ça, je pense que le système en a pour beaucoup. C'est qu'on est tellement, surtout en bachelor, moi je me rappelle, franchement, sans ce magazine, je pense que j'en serais pas là où j'en suis, mais c'est très dur de se faire une opinion de quel sujet de la physique va nous brancher dès le départ. Donc, si j'ai un conseil à donner un peu plus pratique, c'est qu'effectivement, il faut s'efforcer, et je dis bien s'efforcer parce que c'est vraiment pas évident, de rester curieux, de ne pas se plonger uniquement dans les cours à bosser, je veux dire en première, deuxième, troisième année. Il faut essayer vraiment de s'ouvrir un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, quand on est dans la perspective en physique, et c'est plus difficile parce que c'est quand même une branche plus fondamentale à la base, donc on a plus de mal à voir ce qu'il y a derrière. Disons, les gens qui se lancent dans la recherche, je pense que c'est jamais écrit dans le marbre qu'ils vont se lancer dans la recherche. Enfin, du moins pour la plupart, il y en a toujours, oui, c'est une question personnelle, mais enfin, grosso modo, en termes en tout cas d'opportunités, si c'était plus ça la question, donc s'il faut se lancer dans le bas niveau au niveau, en termes d'opportunités, moi je pense que globalement, il y aura pas, le software ne sert à rien sans le hardware. Donc, moi, mon point de vue, c'est de dire, OK, il y a beaucoup de startups qui commencent aujourd'hui à s'intéresser aux algorithmes, au software, à comment utiliser l'informatique quantique pour faire des trucs intéressants. Et je dis, c'est très bien. Maintenant, il faut bien réaliser que construire un hardware dans un ordinateur quantique, ça coûte des sous, c'est très cher. Là, on voit aujourd'hui le défi technologique que c'est. Et que sans doute que le modèle économique qui va arriver quand les ordinateurs quantiques se seront vraiment démocratisés d'accès pour les gens,
il y aura un accès payant à ces ordinateurs-là. Donc, c'est-à-dire, il faudra quand même avoir connaissance un petit peu, justement, peut-être du hardware en quelque sorte, de connaître un peu ses avantages et ses inconvénients pour essayer de faire une petite analyse, ne serait-ce que quantitative, sur quel est l'intérêt, en fait, de poursuivre, par exemple, avec une collaboration avec IBM ou Google ou Honeywell, enfin, tous les autres acteurs. Donc, je pense que c'est quand même important de garder en vue, surtout parce qu'on est physicien. Donc, je pense que déjà, par curiosité intellectuelle, c'est quand même bien de garder à l'esprit comment ça se passe. Mais franchement, le domaine est tellement vaste maintenant et il y a des communautés qui se créent. Et en l'occurrence, la communauté qui se quitte, c'est l'extrême majorité. Ce sont des software engineers. C'est genre des mecs qui font de la programmation pure et dure et ils s'en foutent, entre guillemets, du hardware. Eux, on leur a dit que ça marchait comme ça et tu peux très bien le faire comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, il y aura plein de choses. Mais il faut garder à l'esprit que ton algorithme quantique, si demain tu te lances dans la conception d'algorithmes quantiques, un moment, pour vérifier qu'il marche, il faudra le faire tourner sur un ordinateur quantique. Et la question se posera, si tu bosses dans ta boîte et qu'il n'y a pas d'ordinateur quantique à dispo, c'est quoi ton mode de financement? Et moi, je me suis posé cette question-là. Et je dois avouer que je n'ai pas trop de réponses pour ceux qui font uniquement du software. Alors, ils vont peut-être faire du consulting. Là, c'est un peu la mode de faire du consulting quantique. Alors, je vois les banques, le JP Morgan, par exemple, maintenant, ils ont des consultants en quantum computing, justement, pour les systèmes bancaires, etc. Et du coup, c'est assez drôle parce que ce sont des mecs qui ont. Alors, c'est des physiciens pour la plupart, mais qui du coup n'ont plus d'attache vraiment à concevoir de la recherche, mais plutôt à se dire OK, mais quels seront les impacts? Et alors maintenant, comme j'ai dit avant, il y a tout un écosystème bas niveau, haut niveau qui commence à se dresser. Les startups, les incubateurs de startups. Moi, j'ai eu la chance de participer à un incubateur de startups qui lançait justement différents types de startups sur le domaine cet été. Je peux vous en dire plus par mail ou par Zoom si vous vous êtes intéressé. Et franchement, moi je pense que n'importe quel aspect est bon à prendre. De toute façon, on est à un stade aujourd'hui où la recherche bat son plein. Donc, c'est-à-dire que là, pour des physiciens, c'est le moment rêvé pour se lancer là-dedans. Tout est à faire. Pas tout, mais enfin, il y a énormément à faire. Il n'y a rien qui est prouvé, il n'y a rien qui est dans le marbre. Le marbre, c'est une course, en tout cas pour le hardware. Et donc, il n'y a pas vraiment de filon miracle, en tout cas pour l'instant. Quand on aura atteint un régime plus stationnaire, je pense que là, oui, il faudra se reposer la question un petit peu, c'est quoi le modèle économique, c'est quoi le modèle d'opportunité. Mais à nouveau, pour un physicien, pour des physiciens comme nous, des étudiants qui commençons à rentrer sur le marché du travail, ce n'est pas tellement une question qui se pose encore. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir en fonction de ses intérêts personnels et de voir un peu qu'est-ce qui nous plaît le plus à faire, tout simplement. Et surtout, franchement, faire un truc qui saoule pendant le confinement, je peux vous dire, c'est très difficile. Je pense que vous avez tous ces cours qui sont un peu relous à suivre et on se maudit un peu tous les jours. Moi, franchement, j'ai énormément de chance ce semestre parce que j'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît beaucoup et je souhaite ça à tout le monde, quoi. C'est-à-dire pouvoir trouver le plus tôt possible en fait ce qui vous branche pour essayer de vous construire un projet professionnel autour de ça et de vous dire à la fin de mes études, ok, j'ai fait tant de choses qui m'ont permis d'arriver à ce truc-là. Et ça, malheureusement, à l'EPFL, ce n'est pas encore quelque chose, en tout cas au niveau bachelor, qui est vraiment bien inculqué, qui est complètement à l'inverse d'ailleurs des universités américaines ou canadiennes où justement ils ont quand même beaucoup moins de charges de travail, beaucoup moins de disons, de contenu, mais d'un autre côté, ils passent beaucoup plus de temps justement à chercher des opportunités, des networking, etc. Et c'est une dimension importante aussi. Donc, pour le coup, alors c'est un peu con comme conseil ce que je vais dire, mais enfin, moi, le semestre qui m'a le plus servi, c'est le semestre que j'ai foiré en troisième année. Parce que le semestre que j'ai foiré, si tu veux, c'était celui où je me suis dit, cool, en fait, j'ai un semestre maintenant pour faire autre chose. Parce que en fait, je devais repasser des matières. J'ai eu la chance d'avoir validé le deuxième semestre. Donc, j'avais vraiment un semestre où je me disais, j'ai 3 cours à repasser, quantique d'ailleurs. Alors, ne vous blasez pas si vous avez 3,5 en quantique au premier semestre. Moi, j'ai eu 3,5 en quantique et puis j'en suis là. Donc, c'est pas une tare. Mais l'occasion de refaire ce semestre, c'était vraiment l'occasion pour moi de faire une introspection et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Et d'où les venus de faire un stage chez ID Quantique, etc. Et cette expérience de recherche, etc., je pense qu'il faut… Voilà, c'est l'esprit d'initiative et les motivations personnelles qui vont vraiment rentrer en jeu quoi, dans le conseil. Ok, merci. Et si je peux juste reposer une petite question, est-ce que c'est possible d'être membre passif dans l'association de Quantum Computing? Alors, ça veut dire quoi passif? Alors, passif dans le sens assister aux événements ou bien?
Ouais, genre pas être dans le comité, Oui, bien sûr. pas Bah, avoir de charge de oui, travail, bien quoi. sûr. Alors, le premier truc que je t'invite à faire, c'est à m'écrire. On t'ajoute sur le Slack. Le Slack, tu peux désactiver les notifications, tu peux aller checker une fois de temps en temps, de sorte à ce que, bon, en général, on essaie de pas trop, de pas trop spammer, mais on met les annonces pour nos événements. Donc, on a aussi une mailing list d'ailleurs que je pourrais t'envoyer. Mais grosso modo, donc, tu peux tout à fait assister aux événements sans avoir à t'impliquer dans le comité, juste suivre notre activité. Voilà, de temps en temps, tu peux même aller sur le Slack, poser une question si par exemple tu as envie de te développer là-dedans, etc. Il n'y a aucun problème. On ne requiert pas du tout, au contraire, nous, on gagne à être connus dans tous les sens. On ne cherche pas forcément que des gens qui s'engagent, on cherche à avoir des gens qui ont entendu parler de nous pour pouvoir dire, OK, mais en fait, ça, ce serait bien qu'il y ait à l'EPFL, qu'il y ait plus de ça à l'EPFL. Donc, complètement. Ok, merci. Du coup, s'il n'y a plus de questions, on peut gentiment finir. Et je voulais juste dire aussi, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais à la fin, que justement, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à se poser la question de ce qu'on va faire plus tard. Donc, effectivement, je souligne totalement Ouais. l'importance de ce que tu dis. Parce que Sonia disait ça aussi la semaine dernière, hein. Ouais. Elle-même, elle s'est plongée dans la recherche et puis elle disait, oui, franchement, on n'a pas le temps de trop se poser la question. Si on veut faire le truc mainstream, allez, je fais mes 5 ans, surtout en physique, on se fait quand même radicalement carotte, moi je trouve, parce qu'on a quand même une intensité de travail qui continue à augmenter d'année en année, alors qu'en général, on se dirait c'est l'inverse, mais c'est pas le cas. Et c'est important en fait la dimension pro parce que quand même, même si on est physicien, on a vocation à faire du fondamental. Je pense que, et surtout aujourd'hui, on le voit à l'ère du confinement, etc., on peut plus. Il n'y a plus aucun physicien qui travaille tout seul dans son coin. Ça n'existe plus, en tout cas pas pour ceux qui veulent vraiment faire de l'industriel. Donc, il faut rester curieux, il faut s'ouvrir aux autres trucs, aux autres champs. Et l'informatique quantique, en fait, c'est vraiment l'aspect où genre, c'est tellement facile, en fait. Au début, ça faisait un peu peur parce que je me disais, mais d'ailleurs, il y a tellement que d'informatique, en fait, il n'y a pas de physique là-dedans. Il y a de la javeline et puis c'est terminé. Et au final, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plein d'informaticiens de l'autre côté qui me disent, bah, non, mais moi j'ai l'impression de rien comprendre parce que j'ai pas la compréhension physique du problème. Donc en fait, on a une schizophrénie où personne se dit, bah, en fait, mais en fait, il faut juste se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et maintenant, ça commence à se démocratiser et j'en suis très content. Et j'espère qu'à l'EPFL, l'effort va suivre. Ouais. Parce que je pense qu'il c'est une ressource pour physiciens, ce truc-là. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment matière. Et l'EPFL, en plus, dans plein de trucs de quantique, ils sont très bons. Tous les profs là, que j'avais mentionnés, Scarlino, Savona, Kippenberg, ce sont tous des professeurs qui sont brillants et qui vont des sujets de recherche hyper pointus. Et pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, franchement, c'est une grosse reconnaissance, hein. Alors, c'est beaucoup de travail, évidemment, mais c'est une reconnaissance énorme dans le domaine du travail. Ouais, super. Ben, effectivement, non, mais je souligne, je regarde. Ah non, c'est bon, le chat, on a répondu. Magnifique. Bah, super, je vais arrêter l'enregistrement.